Bonjour. L'optimisation est devenue une obsession moderne. Optimiser son temps, son travail, ses outils, ses processus, parfois même ses émotions. Dans les entreprises comme dans la vie personnelle, l'optimisation est présentée comme une évidence rationnelle. Faire mieux, plus vite, avec moins. Et pourtant, dans la réalité, elle rencontre presque toujours une résistance. Les projets d'optimisation stagnent, les changements sont contournés, les anciens systèmes survivent malgré leurs défauts évidents. Ce paradoxe n'est pas dû à un manque d'intelligence ou de compétences. Il est profondément lié au fonctionnement du cerveau humain. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le cerveau humain n'a jamais été conçu pour maximiser la performance. Son objectif premier est la survie. Pendant des milliers d'années, survivre signifiait éviter les dangers, conserver des routines fiables et limiter l'incertitude. Dans ce contexte, l'optimisation est perçue comme une menace. Elle introduit du changement, remet en question les habitudes et crée de l'inconnu. Même lorsqu'un système est objectivement inefficace, s'il est connu et maîtrisé, il est vécu comme plus sûr qu'un système nouveau, même meilleur. Ce cerveau préfère une solution médiocre mais prévisible à une solution optimale mais incertaine. Cette préférence explique pourquoi tant de pratiques inefficaces perdurent dans le temps. L'optimisation n'est jamais neutre sur le plan émotionnel. Améliorer un système, c'est implicitement reconnaître que ce qui existait auparavant n'est pas optimal. Cette remise en cause touche directement à l'ego, aux décisions passées et au temps investi. Pour beaucoup de personnes, un processus n'est pas seulement un enchaînement d'étapes. Il représente des choix, des efforts et parfois une identité professionnelle. Optimiser alors peut être ressenti comme une critique personnelle, même lorsque l'intention est purement rationnelle. Cette dimension explique pourquoi les arguments factuels ne suffisent souvent pas à faire accepter une amélioration. Le rejet n'est pas logique, il est émotionnel. Un autre biais fondamental du cerveau est sa tendance à associer la complexité à l'intelligence. Un système compliqué, riche en règles, en indicateurs et en exceptions, donne l'impression d'un contrôle fin et d'une grande sophistication. A l'inverse, un système simple et optimisé peut sembler fragile, incomplet, voire dangereux. L'optimisation consiste souvent à supprimer des étapes inutiles, des contrôles redondants, des fonctionnalités superflues, ou enlever. Enlever est perçu comme une perte. Cette perception explique pourquoi de nombreuses organisations préfèrent des processus lourds et peu efficaces à des solutions plus simples mais plus performantes. La complexité donne une illusion de maîtrise que le cerveau trouve rassurante. Optimiser, ce n'est pas améliorer tous les aspects simultanément. C'est accepter des compromis. Gagner en rapidité peut signifier perdre en flexibilité. Réduire les coûts peut impliquer plus de rigidité. Améliorer de la fiabilité peut limiter la créativité. Le cerveau humain déteste ces arbitrages. Il préfère l'idée confortable que tout est compatible, même lorsque cette idée est irréaliste. L'optimisation oblige à hiérarchiser, à renoncer, à assumer des priorités explicites. Ces choix rendent les décisions visibles et donc critiquables. Là encore, le cerveau cherche à éviter l'exposition et le conflit. Une optimisation réussie, à l'échelle d'un système global, peut dégrader l'expérience locale
de certains acteurs. Un poste peut devenir plus exigeant, une équipe perd en autonomie, un indicateur individuel se détériore, même si le résultat global est meilleur. Le cerveau raisonne principalement à l'échelle locale et immédiate. Il perçoit d'abord ce qu'il perd avant de considérer ce que le système gagne. Ce décalage explique pourquoi des améliorations globales sont parfois combattues par ceux-là même qui en bénéficient indirectement. Sans une vision systématique claire, le cerveau privilégie le confort local à l'efficacité collective. Un effet secondaire majeur de l'optimisation est qu'elle rend le problème visible. Elle met en lumière les gaspillages, les erreurs, les incohérences et parfois les responsabilités individuelles. Les systèmes flous et inefficaces offrent une forme de protection psychologique. Ils permettent de diluer les responsabilités et de justifier les échecs. L'optimisation, en supprimant ces zones grises, expose la réalité. Or, le cerveau humain n'aime pas être confronté à ses propres limites ou à celles de son environnement. Il préfère souvent maintenir une illusion fonctionnelle plutôt que s'affronter à une réalité inconfortable. Lorsque les projets d'optimisation échouent, on accuse souvent les outils, les méthodes ou la technologie. En réalité, la cause principale est presque toujours humaine. On cherche à optimiser des systèmes sans tenir compte de la psychologie de ceux qui l'utilisent. On impose des changements rationnels à des cerveaux émotionnels. On suppose que la logique suffit, alors que la peur, l'habitude et l'identité jouent un rôle central. Optimiser contre le cerveau humain conduit presque inévitablement à l'échec. Comprendre que le cerveau déteste l'optimisation ne signifie pas qu'il faut y renoncer. Cela signifie qu'il faut l'aborder différemment. Une optimisation réussie commence par l'acceptation de la dimension humaine du changement. Cela implique de sécuriser avant de transformer, d'expliquer avant d'imposer, et de reconnaître les pertes perçues autant que les gains réels. L'optimisation n'est pas seulement un exercice technique, c'est un travail de pédagogie et de psychologie. L'optimisation est souvent présentée comme une évidence rationnelle. En réalité, elle va à l'encontre de plusieurs mécanismes fondamentaux du cerveau humain. Celui-ci cherche la sécurité, protège l'ego, préfère la complexité rassurante, évite les choix clairs et redoute l'exposition. Tant que ces mécanismes seront ignorés, l'optimisation restera difficile, voire conflictuelle. La véritable question n'est donc pas seulement comment optimiser davantage, mais comment concevoir des optimisations compatibles avec la nature humaine. Car le cerveau ne résiste pas à l'optimisation par irrationalité, mais par instinct de protection. Merci et à la prochaine.